Le vicomte de Bragelonne, partie 36, chapitre 151. Comment De Wardes fut reçu à la cour. Monsieur avait accueilli De Wardes avec cette faveur insigne que le rafraîchissement de l'esprit conseille à tout caractère léger pour la nouveauté qui arrive. De Wardes, qu'en effet on n'avait pas vu depuis un mois, était du fruit nouveau. Le caresser, c'était d'abord une infidélité à faire aux anciens, et une infidélité a toujours son charme. C'était, de plus, une réparation à lui faire, à lui. Monsieur le traita donc, on ne peut plus favorablement. Monsieur le chevalier de Lorraine, qui craignait fort ce rival, mais qui respectait cette seconde nature, en tout semblable à la sienne, plus le courage, Monsieur le chevalier de Lorraine eut pour De Wardes des caresses plus douces encore que n'en avait eu monsieur. De Guiche était là, comme nous l'avons dit, mais se tenait un peu à l'écart, attendant patiemment que toutes ces embrassades fussent terminées. De Wardes, tout en parlant aux autres, et même à monsieur, n'avait pas perdu De Guiche de vue. Son instinct lui disait qu'il était là pour lui. Aussi alla-t-il à De Guiche aussitôt qu'il en eut fini avec les autres. Tous deux échangèrent les compliments les plus courtois, après quoi De Wardes revint à monsieur et aux autres gentilshommes. Au milieu de toutes ces félicitations de bon retour, on annonça Madame. Madame avait appris l'arrivée de De Wardes. Elle savait tous les détails de son voyage et de son duel avec Buckingham. Elle n'était pas fâchée d'être là aux premières paroles qui devaient être prononcées par celui qu'elle savait son ennemi. Elle avait 2 ou 3 dames d'honneur avec elle. De Wardes fit à madame les plus gracieux saluts et annonça tout d'abord, pour commencer les hostilités, qu'il était prêt à donner des nouvelles de M. de Buckingham à ses amis. C'était une réponse directe à la froideur avec laquelle madame l'avait accueilli. L'attaque était vive. Madame sentit le coup sans paraître l'avoir reçu. Elle jeta rapidement les yeux sur monsieur et sur De Guiche. Monsieur rougit, De Guiche pâlit. Madame seule ne changea point de physionomie. Mais comprenant combien cet ennemi pouvait lui susciter de désagréments près des 2 personnes qui l'écoutaient, elle se pencha en souriant du côté du voyageur. Le voyageur parlait d'autre chose. Madame était brave, imprudente même. Toute retraite la jetait en avant. Après le premier serrement de cœur, elle revint au feu. « Avez-vous beaucoup souffert de vos blessures, monsieur de Wardes ?» demanda-t-elle. « Car nous avons appris que vous aviez eu la mauvaise chance d'être blessé. » Ce fut au tour de Wardes de tressaillir. Il se pinça les lèvres. « Non, madame, dit-il, presque pas. » Cependant, par cette horrible chaleur, l'air de la mer est frais, madame, et puis j'avais une consolation. Oh, tant mieux. Laquelle ? Celle de savoir que mon adversaire souffrait plus que moi. Ah, il a été blessé plus grièvement que vous ? J'ignorais cela, dit la princesse avec une complète insensibilité. Oh, madame, vous vous trompez, ou plutôt, vous faites semblant de vous tromper à mes paroles. Je ne dis pas que son corps ait plus souffert que moi, mais son cœur était atteint. De Guiche comprit où tendait la lutte. Il hasarda un signe à madame. Ce signe la suppliait d'abandonner la partie. Mais elle, sans répondre à De Guiche, sans faire semblant de le voir, et toujours souriante. « Eh quoi ?» demanda-t-elle. « Monsieur de Buckingham avait-il donc été touché au cœur ? Je ne croyais pas, moi, jusqu'à présent, qu'une blessure au cœur se pût guérir. »« Hélas, madame, » répondit gracieusement De Wardes, « les femmes croient toutes cela, et c'est ce qui leur donne sur nous la supériorité de la confiance. »« Ma amie, vous comprenez mal, » fit le prince impatient. « Monsieur de Wardes veut dire que le duc de Buckingham avait été touché au cœur par autre chose que par une épée. »« Ah, bien, bien, s'écria madame. « Ah, c'est une plaisanterie de monsieur de Wardes. Fort bien. Seulement, je voudrais savoir si monsieur de Buckingham goûterait cette plaisanterie. En vérité, c'est bien dommage qu'il ne soit pas là, monsieur de Wardes. »
un éclair passa dans les yeux du jeune homme. « Oh, dit-il, les dents serrées, je le voudrais aussi, moi. » De Guiche ne bougea pas. Madame semblait attendre qu'il vînt à son secours. Monsieur hésitait. Le chevalier de Lorraine s'avança et prit la parole. « Madame, dit-il, de Wardes sait bien que, pour un Buckingham, être touché au cœur n'est pas chose nouvelle, et que ce qu'il a dit s'est vu déjà. » Au lieu d'un allié, 2 ennemis, murmura madame. 2 ennemis ligués, acharnés. Et elle changea la conversation. Changer de conversation est, on le sait, un droit des princes, que l'étiquette ordonne de respecter. Le reste de l'entretien fut donc modéré. Les principaux acteurs avaient fini leur rôle. Madame se retira de bonne heure, et monsieur, qui voulait l'interroger, lui donna la main. Le chevalier craignait trop que la bonne intelligence ne s'établît entre les 2 époux pour les laisser tranquillement ensemble. Il s'achemina donc vers l'appartement de monsieur pour le surprendre à son retour et détruire avec 3 mots toutes les bonnes impressions que madame aurait pu semer dans son cœur. De Guiche fit un pas vers de Wardes, que beaucoup de gens entouraient. Il lui indiquait ainsi le désir de causer avec lui. De Wardes lui fit, des yeux et de la tête, signe qu'il le comprenait. Ce signe, pour les étrangers, n'avait rien que d'amical. Alors De Guiche put se retourner et attendre. Il n'attendit pas longtemps. De Wardes, débarrassé de ses interlocuteurs, s'approcha de Guiche, et tous 2, après un nouveau salut, se mirent à marcher côte à côte. « Vous avez fait un beau retour, mon cher de Wardes, dit le comte. « Excellent, comme vous voyez. Et vous avez toujours l'esprit très gai. »« Plus que jamais. C'est un grand bonheur. Que voulez-vous ? Tout est si bouffon dans ce monde, tout est si grotesque autour de nous. Vous avez raison. Ah, vous êtes donc de mon avis ? Parbleu. Et vous nous apportez des nouvelles de là-bas ? Non, ma foi, j'en viens chercher ici. Parlez, vous avez cependant vu du monde à Boulogne, un de nos amis, et il n'y a pas si longtemps de cela. Du monde ? De nos amis ? Vous avez la mémoire courte. Ah, c'est vrai, Bragelonne ? Justement. Qui allait en mission près du roi Charles. C'est cela. Eh bien, ne vous a-t-il pas dit, ou ne lui avez-vous pas dit ? Je ne sais trop ce que je lui ai dit, je vous l'avoue, mais ce que je ne lui ai pas dit, je le sais. De Wardes était la finesse même. Il sentait parfaitement, à l'attitude de Guiche, attitude pleine de froideur, de dignité, que la conversation prenait une mauvaise tournure. Il résolut de se laisser aller à la conversation et de se tenir sur ses gardes. « Qu'est-ce donc, s'il vous plaît, que cette chose que vous ne lui avez pas dite ?» demanda De Guiche. « Eh bien, la chose concernant la Vallière. »« La Vallière ? Qu'est-ce que cela ? Et quelle est cette chose si étrange que vous l'avez su là-bas, vous, tandis que Bragelonne, qui était ici, ne l'a pas su, lui ? Est-ce sérieusement que vous me faites cette question ? On ne peut plus sérieusement. Quoi, vous, homme de cour, vous, vivant chez madame, vous, le commensal de la maison, vous, l'ami de monsieur, vous, le favori de notre belle princesse ? De Guiche rougit de colère. « De quelle princesse parlez-vous ? demanda-t-il. « Mais je n'en connais qu'une, mon cher. Je parle de madame. Est-ce que vous avez une autre princesse au cœur ? Voyons. » De Guiche allait se lancer, mais il vit la feinte. Une querelle était imminente entre les 2 jeunes gens. De Wardes voulait seulement la querelle au nom de madame, tandis que De Guiche ne l'acceptait qu'au nom de la Vallière. C'était, à partir de ce moment, un jeu de feinte, et qui devait durer jusqu'à ce que l'un d'eux fût touché. De Guiche reprit donc tout son sang-froid. « Il n'est pas le moins du monde question de madame dans tout ceci, mon cher de Wardes, dit De Guiche, mais de ce que vous disiez là, à l'instant même. Et que disais-je ? Que vous aviez caché à Bragelonne certaines choses. Que vous savez aussi bien que moi, répliqua de Wardes. Non, d'honneur. Allons donc. Si vous me le dites,
Je le saurais. Mais non autrement, je vous jure. Comment? J'arrive de là-bas, de 60 lieues. Vous n'avez pas bougé d'ici. Vous avez vu de vos yeux, vous, ce que la renommée m'a rapporté là-bas, elle. Et je vous entends me dire sérieusement que vous ne savez pas? Oh, comte, vous n'êtes pas charitable. Ce sera comme il vous plaira, de Wardes. Mais, je vous le répète, je ne sais rien. Vous faites le discret, c'est prudent. Ainsi, vous ne me direz rien, pas plus à moi qu'à Bragelonne. Vous faites la sourde oreille, je suis bien convaincu que madame ne serait pas si maîtresse d'elle-même que vous. Ah, double hypocrite, murmura De Guiche, te voilà revenu sur ton terrain. Eh bien, alors, continua de Wardes, puisqu'il nous est si difficile de nous entendre sur la Vallière et Bragelonne, causons de vos affaires personnelles. Mais, dit De Guiche, je n'ai point d'affaires personnelles, moi. Vous n'avez rien dit de moi, je suppose, à Bragelonne, que vous ne puissiez me redire à moi. Non, mais comprenez-vous, De Guiche, c'est qu'autant je suis ignorant sur certaines choses, autant je suis ferré sur d'autres. S'il s'agissait, par exemple, de vous parler des relations de M. de Buckingham à Paris, comme j'ai fait le voyage avec le duc, je pourrais vous dire les choses les plus intéressantes. Voulez-vous que je vous les dise? De Guiche passa sa main sur son front moite de sueur. Mais non, dit-il, 100 fois non. Je n'ai point de curiosité pour ce qui ne me regarde pas. M. de Buckingham n'est pour moi qu'une simple connaissance, tandis que Raoul est un ami intime. Je n'ai donc aucune curiosité de savoir ce qui est arrivé à M. de Buckingham, tandis que j'ai tout intérêt à savoir ce qui est arrivé à Raoul. À Paris? Oui, à Paris ou à Boulogne. Vous comprenez, moi, je suis présent. Si quelque événement advient, je suis là pour y faire face, tandis que Raoul est absent et n'a que moi pour le représenter. Donc, les affaires de Raoul avant les miennes. Mais Raoul reviendra. Oui, après sa mission. En attendant, vous comprenez, il ne peut courir de mauvais bruits sur lui sans que je les examine. D'autant plus qu'il y restera quelque temps à Londres, dit de Wardes en ricanant. Vous croyez? Demanda naïvement De Guiche. Parbleu, croyez-vous qu'on l'a envoyé à Londres pour qu'il ne fasse qu'y aller et en revenir? Non pas, on l'a envoyé à Londres pour qu'il y reste. Ah, comte, dit De Guiche en saisissant avec force la main de Wardes. Voici un soupçon bien fâcheux pour Bragelonne, et qui justifie à merveille ce qu'il m'a écrit de Boulogne. De Wardes redevint froid. L'amour de la raillerie l'avait poussé en avant, et il avait, par son imprudence, donné prise sur lui. « Eh bien, voyons, qu'a-t-il écrit ?» demanda-t-il. « Que vous lui aviez glissé quelques insinuations perfides contre la Vallière, et que vous aviez paru rire de sa grande confiance dans cette jeune fille. »« Oui, j'ai fait tout cela, » dit de Wardes, « et j'étais prêt, en le faisant, à m'entendre dire par le vicomte de Bragelonne ce que dit un homme à un autre homme lorsque ce dernier le mécontente. Ainsi, par exemple, si je vous cherchais une querelle, à vous, je vous dirais que madame, après avoir distingué M. de Buckingham, passe en ce moment pour n'avoir renvoyé le beau duc qu'à votre profit. « Oh, cela ne me blesserait pas le moins du monde, cher de Wardes, » dit De Guiche, en souriant malgré le frisson qui courait dans ses veines comme une injection de feu. « Peste, une telle faveur, c'est du miel. »« D'accord, mais si je voulais absolument une querelle avec vous, je chercherais un démenti et je vous parlerais de certains bosquets où vous vous rencontrâtes avec cette illustre princesse, de certaines génuflexions, de certains baisemains. Et vous qui êtes un homme secret, vous, vif et pointilleux, eh bien, non, je vous jure, dit De Guiche, en l'interrompant avec le sourire sur les lèvres, quoiqu'il fût porté à croire qu'il allait mourir. Non, je vous jure que cela ne me toucherait pas, que je ne vous donnerai aucun démenti. Que voulez-vous, très cher comte, je suis ainsi fait. Pour les choses qui me regardent, je suis de glace. Ah, c'est bien autre chose lorsqu'il s'agit d'un ami absent, d'un ami qui, en partant, nous a confié ses intérêts. Oh, pour cet ami, voyez-vous, de Wardes, je suis tout de feu. Je vous comprends, monsieur de Guiche.
Mais vous avez beau dire, il ne peut être question entre nous, à cette heure, ni de Bragelonne, ni de cette jeune fille sans importance qu'on appelle la Vallière. » En ce moment, quelques jeunes gens de la cour traversaient le salon et, ayant déjà entendu les paroles qui venaient d'être prononcées, étaient à même d'entendre celles qui allaient suivre. De Wardes s'en aperçut et continua tout haut. « Oh, si la Vallière était une coquette, comme madame, dont les agaceries très innocentes, je le veux bien, ont d'abord fait renvoyer M. de Buckingham en Angleterre, et ensuite vous ont fait exiler, vous, car enfin, vous vous y êtes laissé prendre à ces agaceries, n'est-ce pas, monsieur ?» Les gentilshommes s'approchèrent, de Saint-Aignan en tête, Manicamp après. « Eh, mon cher, que voulez-vous » dit De Guiche en riant. « Je suis un fat, moi. Tout le monde sait cela. J'ai pris au sérieux une plaisanterie, et je me suis fait exiler. Mais j'ai vu mon erreur, j'ai courbé ma vanité aux pieds de qui de droit, et j'ai obtenu mon rappel en faisant amende honorable et en me promettant à moi-même de me guérir de ce défaut. Et, vous le voyez, j'en suis si bien guéri que je ris maintenant de ce qui, il y a 4 jours, me brisait le cœur. Mais lui, Raoul, il est aimé. Il ne rit pas des bruits qui peuvent troubler son bonheur, des bruits dont vous vous êtes fait l'interprète, quand vous saviez cependant, comte, comme moi, comme ces messieurs, comme tout le monde, que ces bruits n'étaient qu'une calomnie. »« Une calomnie !» s'écria de Wardes, furieux de se voir poussé dans le piège par le sang-froid de De Guiche. « Mais oui, une calomnie. Dame, voici sa lettre, dans laquelle il me dit que vous avez mal parlé de mademoiselle de la Vallière, et où il me demande si ce que vous avez dit de cette jeune fille est vrai. Voulez-vous que je fasse juge ces messieurs, de Wardes ?» Et, avec le plus grand sang-froid, De Guiche lut tout haut le paragraphe de la lettre qui concernait la Vallière. « Et maintenant, » continua De Guiche, « il est bien constaté pour moi que vous avez voulu blesser le repos de ce cher Bragelonne, et que vos propos étaient malicieux. » De Wardes regarda autour de lui pour savoir s'il aurait appui quelque part. Mais, à cette idée que De Wardes avait insulté, soit directement, soit indirectement, celle qui était l'idole du jour, chacun secoua la tête, et De Wardes ne vit que des hommes prêts à lui donner tort. « Messieurs, dit De Guiche, devinant d'instinct le sentiment général, notre discussion avec M. de Wardes porte sur un sujet si délicat qu'il est important que personne n'en entende plus que vous n'en avez entendu. Gardez donc les portes, je vous prie, et laissez-nous achever cette conversation entre nous, comme il convient à 2 gentilshommes dont l'un a donné à l'autre un démenti. »« Messieurs, messieurs !» s'écrièrent les assistants. « Trouvez-vous que j'avais tort de défendre mademoiselle de la Vallière ?» dit De Guiche. « En ce cas, je passe condamnation et je retire les paroles blessantes que j'ai pu dire contre M. de Wardes. »« Peste !» dit de Saint-Aignan. « Non pas, mademoiselle de la Vallière est un ange. »« La vertu, la pureté en personne, » dit Manicamp. « Vous voyez, M. de Wardes, dit De Guiche, je ne suis point le seul qui prenne la défense de la pauvre enfant. Messieurs, une seconde fois, je vous supplie de nous laisser. Vous voyez qu'il est impossible d'être plus calme que nous ne le sommes. » Les courtisans ne demandaient pas mieux que de s'éloigner. Les uns allèrent à une porte, les autres à l'autre. Les 2 jeunes gens restèrent seuls. « Bien joué, dit De Wardes au comte. « N'est-ce pas ?» répondit celui-ci. « Que voulez-vous ? Je me suis rouillé en province, mon cher, tandis que vous, ce que vous avez gagné de puissance sur vous-même me confond, comte. On acquiert toujours quelque chose dans la société des femmes. Acceptez donc tous mes compliments. Je les accepte. Et je les retournerai à madame. Oh, maintenant, mon cher monsieur de Wardes, parlons-en aussi haut qu'il vous plaira. Ne m'en défiez pas. Oh, je vous en défie. Vous êtes connu pour un méchant homme. Si vous faites cela, vous passerez pour un lâche. Et monsieur vous fera pendre ce soir à l'espagnolette de sa fenêtre. Parlez, mon cher de Wardes, parlez. Je suis battu. Oui, mais pas encore autant qu'il convient.
Je vois que vous ne seriez pas fâché de me battre à plate couture. Non, mieux encore. Diable, c'est que, pour le moment, mon cher comte, vous tombez mal. Après celle que je viens de jouer, une partie ne peut me convenir. J'ai perdu trop de sang à Boulogne. Au moindre effort, mes blessures se rouvriraient. Et, en vérité, vous auriez de moi trop bon marché. C'est vrai, dit De Guiche. Et cependant, vous avez, en arrivant, fait montre de votre belle mine et de vos bons bras. Oui, les bras vont encore, c'est vrai, mais les jambes sont faibles. Et puis, je n'ai pas tenu le fleuret depuis ce diable de duel. Et vous, j'en réponds, vous vous escrimez tous les jours pour mettre à bonne fin votre petit guet-apens. Sur l'honneur, monsieur, répondit De Guiche, voici une demi-année que je n'ai fait d'exercice. Non, voyez-vous, comte, toute réflexion faite, je ne me battrai pas avec vous, du moins. J'attendrai Bragelonne, puisque vous dites que c'est Bragelonne qui m'en veut. Oh, que non pas, vous n'attendrez pas Bragelonne, s'écria De Guiche hors de lui, car, vous l'avez dit, Bragelonne peut tarder à revenir, et, en attendant, votre méchant esprit fera son œuvre. Cependant, j'aurai une excuse. Prenez garde. Je vous donne 8 jours pour achever de vous rétablir. C'est déjà mieux. Dans 8 jours, nous verrons. Oui, je comprends. En 8 jours, on peut échapper à l'ennemi. Non, pas un. Vous êtes fou, monsieur, dit de Wardes en faisant un pas de retraite. Et vous êtes un misérable. Si vous ne vous battez pas de bonne grâce, eh bien, je vous dénonce au roi comme ayant refusé de vous battre après avoir insulté la Vallière. Ah, fit de Wardes, vous êtes dangereusement perfide, monsieur l'honnête homme. Rien de plus dangereux que la perfidie de celui qui marche toujours loyalement. Rendez-moi mes jambes, alors, ou faites-vous saigner à blanc pour égaliser nos chances. Non pas, j'ai mieux que cela. Dites, nous monterons à cheval tous deux et nous échangerons 3 coups de pistolet. Vous tirez de première force, je vous ai vu abattre des hirondelles à balle et au galop. Ne dites pas non, je vous ai vu. Je crois que vous avez raison, dit de Wardes, et comme cela, il est possible que je vous tue. En vérité, vous me rendriez service. Je ferai de mon mieux. Est-ce dit? Votre main, la voici, à une condition, pourtant. Laquelle? Vous me jurez de ne rien dire ou faire dire au roi? Rien, je vous le jure. Je vais chercher mon cheval. Et moi, le mien. Où irons-nous? Dans la plaine, je sais un endroit excellent. Partons-nous ensemble? Pourquoi pas? Et tous deux, s'acheminant vers les écuries, passèrent sous les fenêtres de madame, doucement éclairées. Une ombre grandissait derrière les rideaux de dentelle. Voilà pourtant une femme, dit de Wardes en souriant, qui ne se doute pas que nous allons à la mort pour elle. Chapitre 152. Le combat. De Wardes choisit son cheval et De Guiche le sien. Puis chacun le scella lui-même avec une selle à fente. De Wardes n'avait point de pistolet, De Guiche en avait 2 paires. Il les alla chercher chez lui, les chargea et donna le choix à De Wardes. De Wardes choisit des pistolets dont il s'était 20 fois servi, les mêmes avec lesquels De Guiche lui avait vu tuer les hirondelles au vol. « Vous ne vous étonnerez point, dit-il, que je prenne toutes mes précautions. Vos armes vous sont connues. Je ne fais, par conséquent, qu'égaliser les chances. » L'observation était inutile, répondit De Guiche, et vous êtes dans votre droit. Maintenant, dit de Wardes, je vous prie de vouloir bien m'aider à monter à cheval, car j'y éprouve encore une certaine difficulté. Alors, il fallait prendre le parti à pied. Non, une fois en selle, je vaux mon homme. C'est bien, n'en parlons plus. Et De Guiche aida de Wardes à monter à cheval. Maintenant, continua le jeune homme, dans notre ardeur à nous exterminer, nous n'avons pas pris garde à une chose. À laquelle? C'est qu'il fait nuit, et qu'il faudra nous tuer à tâtons. Soit, ce sera toujours le même résultat. Cependant, il faut prendre garde à une autre circonstance, qui est que les honnêtes gens ne se vont point battre sans compagnons.
Oh, s'écria De Guiche, vous êtes aussi désireux que moi de bien faire les choses. Oui, mais je ne veux point que l'on puisse dire que vous m'avez assassiné, pas plus que, dans le cas où je vous tuerais, je ne veux être accusé d'un crime. A-t-on dit pareille chose de votre duel avec M. de Buckingham ? Dit De Guiche. Il s'est cependant accompli dans les mêmes conditions où le nôtre va s'accomplir. Bon, il faisait encore jour, et nous étions dans l'eau jusqu'aux cuisses. D'ailleurs, bon nombre de spectateurs étaient rangés sur le rivage et nous regardaient. De Guiche réfléchit un instant, mais cette pensée qui s'était déjà présentée à son esprit s'y raffermit que de Wardes voulait avoir des témoins pour ramener la conversation sur madame et donner un tour nouveau au combat. Il ne répliqua donc rien, et, comme de Wardes l'interrogea une dernière fois du regard, il lui répondit par un signe de tête qui voulait dire que le mieux était de s'en tenir où l'on en était. Les deux adversaires se mirent, en conséquence, en chemin et sortirent du château par cette porte que nous connaissons, pour avoir vu tout près d'elle Montalet et Malicorne. La nuit, comme pour combattre la chaleur de la journée, avait amassé tous les nuages qu'elle poussait silencieusement et lourdement de l'ouest à l'est. Ce dôme, sans éclaircie et sans tonnerre apparent, pesait de tout son poids sur la terre et commençait à se trouer sous les efforts du vent comme une immense toile détachée d'un lambris. Les gouttes d'eau tombaient tièdes et larges sur la terre, où elles aggloméraient la poussière en globules roulants. En même temps, des haies qui aspiraient l'orage, des fleurs altérées, des arbres échevelés, s'exhalaient 1000 odeurs aromatiques qui ramenaient au cerveau les souvenirs doux, les idées de jeunesse, de vie éternelle, de bonheur et d'amour. « La terre sent bien bon, dit de Wardes. C'est une coquetterie de sa part pour nous attirer à elle. »« À propos, répliqua De Guiche, il m'est venu plusieurs idées et je veux vous les soumettre. »« Relatives ? » ?»« Relatives à notre combat. En effet, il est temps, ce me semble, que nous nous en occupions. Sera-ce un combat ordinaire et réglé selon la coutume ? Voyons notre coutume. Nous mettrons pied à terre dans une bonne plaine, nous attacherons nos chevaux au premier objet venu, nous nous joindrons sans armes, puis nous nous éloignerons de 150 pas chacun pour revenir l'un sur l'autre. Bon, c'est ainsi que je tuais le pauvre Folivant, voici 3 semaines, à la Saint-Denis. Pardon, vous oubliez un détail. Lequel ? Dans votre duel avec Folivant, vous marchâtes à pied l'un sur l'autre, l'épée aux dents et le pistolet au poing. C'est vrai. Cette fois, au contraire, comme je ne puis pas marcher, vous l'avouez vous-même, nous remontons à cheval et nous nous choquons. Le premier qui veut tirer, tire. C'est ce qu'il y a de mieux, sans doute, mais il fait nuit. Il faut compter plus de coups perdus qu'il n'y en aurait dans le jour. Soit, chacun pourra tirer 3 coups, les 2 qui seront tout chargés et un 3e de recharge. À merveille. Où notre combat aura-t-il lieu ? Avez-vous quelque préférence ? Non. Vous voyez ce petit bois qui s'étend devant nous ? Le bois Rochin ? Parfaitement. Vous le connaissez ? À merveille. Vous savez, alors, qu'il a une clairière à son centre ? Oui. Gagnons cette clairière. Soit. C'est une espèce de champ clos naturel, avec toutes sortes de chemins, de faux fuyants, de sentiers, de fossés, de tournants d'allées. Nous serons là à merveille. Je le veux, si vous le voulez. Nous sommes arrivés, je crois. Oui, voyez le bel espace dans le rond-point. Le peu de clarté qui tombe des étoiles, comme dit Corneille, se concentre en cette place. Les limites naturelles sont le bois qui circuite avec ses barrières. Soit, faites comme vous dites. Terminons les conditions, alors. Voici les miennes. Si vous avez quelque chose contre, vous le direz. J'écoute. Cheval tué oblige son maître à combattre à pied. C'est incontestable, puisque nous n'avons pas de chevaux de rechange. Mais n'oblige pas l'adversaire à descendre de son cheval. L'adversaire sera libre d'agir comme bon lui semblera. Les adversaires, s'étant joints une fois, peuvent ne se plus quitter et, par conséquent, tirer l'un sur l'autre à bout portant. Accepté. 3 charges sans plus, n'est-ce pas ? C'est suffisant, je crois. Voici de la poudre et des balles pour vos pistolets. Mesurez 3 charges,
prenez 3 balles. J'en ferai autant, puis nous répandrons le reste de la poudre et nous jetterons le reste des balles. Et nous jurons sur le Christ, n'est-ce pas, ajouta de Wardes, que nous n'avons plus sur nous ni poudre ni balles. C'est convenu, moi je le jure. De Guiche étendit la main vers le ciel. De Wardes l'imita. Et maintenant, mon cher comte, dit-il, laissez-moi vous dire que je ne suis dupe de rien. Vous êtes ou vous serez l'amant de madame. J'ai pénétré le secret. Vous avez peur que je ne l'ébruite. Vous voulez me tuer pour vous assurer le silence. C'est tout simple, et à votre place, j'en ferai autant. De Guiche baissa la tête. Seulement, continua de Wardes, triomphant, était-ce bien la peine, dites-moi, de me jeter encore dans les bras de cette mauvaise affaire de Bragelonne ? Prenez garde, mon cher ami, en acculant le sanglier, on l'enrage. En forçant le renard, on lui donne la férocité du jaguar. Il en résulte que, mis aux abois par vous, je me défends jusqu'à la mort. C'est votre droit. Oui, mais prenez garde, je ferai bien du mal. Ainsi, pour commencer, vous devinez bien, n'est-ce pas, que je n'ai point fait la sottise de cadenasser mon secret, ou plutôt votre secret, dans mon cœur. Il y a un ami spirituel, vous le connaissez, qui est entré en participation de mon secret. Ainsi, comprenez bien que, si vous me tuez, ma mort n'aura pas servi à grand-chose, tandis qu'au contraire, si je vous tue, dame, tout est possible, vous comprenez. De Guiche frissonna. Si je vous tue, continua de Wardes, vous aurez attaché à madame 2 ennemis qui travailleront à qui mieux à la ruiner. Oh, monsieur, s'écria de Guiche, furieux, ne comptez pas ainsi sur ma mort. De ces 2 ennemis, j'espère bien tuer l'un tout de suite et l'autre à la première occasion. De Wardes ne répondit que par un éclat de rire tellement diabolique qu'un homme superstitieux s'en fut effrayé. Mais de Guiche n'était point impressionnable à ce point. « Je crois, dit-il, que tout est réglé, monsieur de Wardes. Ainsi, prenez du champ, je vous prie, à moins que vous ne préfériez que ce soit moi. »« Non pas, dit de Wardes, enchanté de vous épargner une peine. » Et, mettant son cheval au galop, il traversa la clairière dans toute son étendue et alla prendre son poste au point de la circonférence du carrefour qui faisait face à celui où de Guiche s'était arrêté. De Guiche demeura immobile. À la distance de 100 pas à peu près, les 2 adversaires étaient absolument invisibles l'un à l'autre, perdus qu'ils étaient dans l'ombre épaisse des ormes et des châtaigniers. 1 minute s'écoula au milieu du plus profond silence. Au bout de cette minute, chacun, au sein de l'ombre où il était caché, entendit le double cliquetis du chien résonnant dans la batterie. De Guiche, suivant la tactique ordinaire, mit son cheval au galop, persuadé qu'il trouverait une double garantie de sûreté dans l'ondulation du mouvement et dans la vitesse de la course. Cette course se dirigea en droite ligne sur le point qu'à son avis devait occuper son adversaire. À la moitié du chemin, il s'attendait à rencontrer de Wardes. Il se trompait. Il continua sa course, présumant que de Wardes l'attendait immobile. Mais aux 2 tiers de la clairière, il vit le carrefour s'illuminer tout à coup, et une balle coupa en sifflant la plume qui s'arrondissait sur son chapeau. Presque en même temps, et comme si le feu du premier coup eût servi à éclairer l'autre, un second coup retentit, et une seconde balle vint trouer la tête du cheval de Guiche, un peu au-dessous de l'oreille. L'animal tomba. Ces 2 coups, venant d'une direction tout opposée à celle dans laquelle il s'attendait à trouver de Wardes, frappèrent de Guiche de surprise, mais comme c'était un homme d'un grand sang-froid, il calcula sa chute, mais non pas si bien, cependant, que le bout de sa botte ne se trouva pris sous son cheval. Heureusement, dans son agonie, l'animal fit un mouvement, et De Guiche put dégager sa jambe moins pressée. De Guiche se releva, se tâta, il n'était point blessé. Du moment où il avait senti le cheval faiblir, il avait placé ses 2 pistolets dans les fontes, de peur que la chute ne fît partir un des 2 coups, et même tous les 2, ce qui l'eût désarmé inutilement. Une fois debout, il reprit ses pistolets dans ses fontes.
et s'avança vers l'endroit où, à la lueur de la flamme, il avait vu apparaître de Wardes. De Guiche s'était, après le premier coup, rendu compte de la manœuvre de son adversaire, qui était on ne peut plus simple. Au lieu de courir sur De Guiche ou de rester à sa place à l'attendre, de Wardes avait, pendant une quinzaine de pas à peu près, suivi le cercle d'ombre qui le dérobait à la vue de son adversaire, et, au moment où celui-ci lui présentait le flanc dans sa course, il l'avait tiré de sa place, ajustant à l'aise, et servi, au lieu d'être gêné par le galop du cheval. On a vu que, malgré l'obscurité, la première balle avait passé à 1 pouce à peine de la tête de Guiche. De Wardes était si sûr de son coup qu'il avait cru voir tomber De Guiche. Son étonnement fut grand lorsque, au contraire, le cavalier demeura en selle. Il se pressa pour tirer le second coup, fit un écart de main et tua le cheval. C'était une heureuse maladresse, si De Guiche demeurait engagé sous l'animal. Avant qu'il eût pu se dégager, de Wardes rechargeait son 3e coup et tenait De Guiche à sa merci. Mais, tout au contraire, De Guiche était debout et avait 3 coups à tirer. De Guiche comprit la position. Il s'agissait de gagner de Wardes de vitesse. Il prit sa course, afin de le joindre avant qu'il eût fini de recharger son pistolet. De Wardes le voyait arriver comme une tempête. La balle était juste et résistait à la baguette. Mal chargé était s'exposer à perdre un dernier coup. Bien chargé était perdre son temps, ou plutôt, c'était perdre la vie. Il fit faire un écart à son cheval. De Guiche pivota sur lui-même et, au moment où le cheval retombait, le coup partit, enlevant le chapeau de Wardes. De Wardes comprit qu'il avait un instant à lui. Il en profita pour achever de charger son pistolet. De Guiche, ne voyant pas tomber son adversaire, jeta le premier pistolet devenu inutile et marcha sur de Wardes en levant le second. Mais, au 3e pas qu'il fit, de Wardes le prit tout marchant et le coup partit. Un rugissement de colère y répondit. Le bras du comte se crispa et s'abattit. Le pistolet tomba. De Wardes vit le comte se baisser, ramasser le pistolet de la main gauche et faire un nouveau pas en avant. Le moment était suprême. « Je suis perdu, » murmura de Wardes. « Il n'est point blessé à mort. » Mais au moment où De Guiche levait son pistolet sur de Wardes, la tête, les épaules et les jarrets du comte fléchirent à la fois. Il poussa un soupir douloureux et vint rouler au pied du cheval de Wardes. « Allons donc, » murmura celui-ci. Et, rassemblant les rênes, il piqua des 2. Le cheval franchit le corps inerte et emporta rapidement de Wardes au château. Arrivé là, de Wardes demeura un quart d'heure à tenir conseil. Dans son impatience à quitter le champ de bataille, il avait négligé de s'assurer que De Guiche fût mort. Une double hypothèse se présentait à l'esprit agité de Wardes. Ou De Guiche était tué, ou De Guiche était seulement blessé. Si De Guiche était tué, fallait-il laisser ainsi son corps au loup ? C'était une cruauté inutile, puisque, si De Guiche était tué, il ne parlerait certes pas. S'il n'était pas tué, pourquoi, en ne lui portant pas secours, se faire passer pour un sauvage incapable de générosité ? Cette dernière considération l'emporta. De Wardes s'informa de Manicamp. Il apprit que Manicamp s'était informé de Guiche et, ne sachant point où le joindre, s'était allé coucher. De Wardes alla réveiller le dormeur et lui conta l'affaire, que Manicamp écouta sans dire un mot, mais avec une expression d'énergie croissante dont on aurait cru sa physionomie incapable. Seulement, lorsque de Wardes eut fini, Manicamp prononça un seul mot. « Allons !» Tout en marchant, Manicamp se montait l'imagination, et, au fur et à mesure que de Wardes lui racontait l'événement, il s'assombrissait davantage. « Ainsi, dit-il, lorsque de Wardes eut fini, vous le croyez mort ? Hélas, oui. Et vous vous êtes battu comme cela, sans témoin ? Il l'a voulu. C'est singulier. Comment ? C'est singulier. Oui, le caractère de M. de Guiche ressemble bien peu à cela. Vous ne doutez pas de ma parole, je suppose. Hé hé. Vous en doutez ? Un peu. Mais j'en douterai bien plus encore, je vous en préviens, si je vois le pauvre garçon mort. Monsieur Manicamp, Monsieur de Wardes, il me semble que vous m'insultez. Ce sera comme vous voudrez.
Que voulez-vous ? Moi, je n'ai jamais aimé les gens qui viennent vous dire « J'ai tué monsieur un tel dans un coin ». C'est un bien grand malheur, mais je l'ai tué loyalement. Il fait nuit bien noire pour cet adverbe-là, monsieur de Vardes. Silence, nous sommes arrivés. En effet, on commençait à apercevoir la petite clairière et, dans l'espace vide, la masse immobile du cheval mort. À droite du cheval, sur l'herbe noire, gisait, la face contre terre, le pauvre comte baigné dans son sang. Il était demeuré à la même place et ne paraissait même pas avoir fait un mouvement. Manicamp se jeta à genoux, souleva le comte et le trouva froid et trempé de sang. Il le laissa retomber. Puis, s'allongeant près de lui, il chercha jusqu'à ce qu'il eût trouvé le pistolet de De Guiche. « Morbleu !» dit-il, alors en se relevant, pâle comme un spectre et le pistolet au poing. « Morbleu ! Vous ne vous trompiez pas, il est bien mort. »« Mort ?» répéta de Vardes. « Oui, et son pistolet est chargé, » ajouta Manicamp en interrogeant du doigt le bassinet. « Mais ne vous ai-je pas dit que je l'avais pris dans la marche et que j'avais tiré sur lui au moment où il visait sur moi ? Êtes-vous bien sûr de vous être battu contre lui, monsieur de Vardes ? Moi, je l'avoue, j'ai bien peur que vous ne l'ayez assassiné. Oh, ne criez pas, vous avez tiré vos 3 coups et son pistolet est chargé. Vous avez tué son cheval, et lui, De Guiche, un des meilleurs tireurs de France, n'a touché ni vous, ni votre cheval. Tenez, monsieur de Vardes, vous avez du malheur de m'avoir amené ici. Tout ce sang m'a monté à la tête. Je suis un peu ivre, et je crois, sur l'honneur, puisque l'occasion s'en présente, que je vais vous faire sauter la cervelle. Monsieur de Vardes, recommandez votre âme à Dieu. Monsieur de Manicamp, vous n'y songez point. Si fait, au contraire, j'y songe trop. Vous m'assassineriez, sans remords, pour le moment, du moins. Êtes-vous gentilhomme ? On a été page, donc on a fait ses preuves. Laissez-moi défendre ma vie, alors. Bon, pour que vous me fassiez à moi ce que vous avez fait au pauvre De Guiche. Et Manicamp, soulevant son pistolet, l'arrêta, le bras tendu et le sourcil froncé, à la hauteur de la poitrine de Vardes. De Vardes n'essaya pas même de fuir, il était terrifié. Alors, dans cet effroyable silence d'un instant, qui parut un siècle à De Vardes, un soupir se fit entendre. « Oh !» s'écria De Vardes, « il vit, il vit ! À moi, monsieur de Guiche, on veut m'assassiner !» Manicamp se recula et, entre les 2 jeunes gens, on vit le comte se soulever péniblement sur une main. Manicamp jeta le pistolet à 10 pas et courut à son ami en poussant un cri de joie. De Vardes essuya son front inondé d'une sueur glacée. « Il était temps, » murmura-t-il. « Qu'avez-vous » demanda Manicamp à De Guiche. « Et de quelle façon êtes-vous blessé ?» De Guiche montra sa main mutilée et sa poitrine sanglante. « Comte » s'écria De Vardes, « on m'accuse de vous avoir assassiné. Parlez, je vous en conjure. Dites que j'ai loyalement combattu. »« C'est vrai, » dit le blessé. « Monsieur de Vardes a combattu loyalement, et quiconque dirait le contraire se ferait de moi un ennemi. »« Hé, monsieur, » dit Manicamp, « aidez-moi d'abord à transporter ce pauvre garçon, et après, je vous donnerai toutes les satisfactions qu'il vous plaira, ou, si vous êtes par trop pressé, faisons mieux. Pansons le comte avec votre mouchoir et le mien. Et puisqu'il reste 2 balles à tirer, tirons-les. »« Merci, » dit De Vardes. « 2 fois en 1 heure, j'ai vu la mort de trop près. C'est trop laid, la mort, et je préfère vos excuses. » Manicamp se mit à rire, et De Guiche aussi, malgré ses souffrances. Les 2 jeunes gens voulurent le porter, mais il déclara qu'il se sentait assez fort pour marcher seul. La balle lui avait brisé l'annulaire et le petit doigt, mais avait été glissée sur une côte sans pénétrer dans la poitrine. C'était donc plutôt la douleur que la gravité de la blessure qui avait foudroyé De Guiche. Manicamp lui passa un bras sous une épaule, De Vardes un bras sous l'autre, et ils l'amenèrent ainsi à Fontainebleau chez le médecin qui avait assisté à son lit de mort, le franciscain, prédécesseur d'Aramis. Chapitre 153. Le souper du roi. Le roi s'était mis à table pendant ce temps,
et la suite peu nombreuse des invités du jour avait pris place à ses côtés après le geste habituel qui prescrivait de s'asseoir. Dès cette époque, bien que l'étiquette ne fût pas encore réglée comme elle le fut plus tard, la cour de France avait entièrement rompu avec les traditions de bonhomie et de patriarcale affabilité qu'on retrouvait encore chez Henri IV, et que l'esprit soupçonneux de Louis XIII avait peu à peu effacé pour les remplacer par des habitudes fastueuses de grandeur qu'il était désespéré de ne pouvoir atteindre. Le roi dînait donc à une petite table séparée qui dominait, comme le bureau d'un président, les tables voisines. Petite table, avons-nous dit. Hâtons-nous cependant d'ajouter que cette petite table était encore la plus grande de toutes. En outre, c'était celle sur laquelle s'entassait un plus prodigieux nombre de mets variés, poissons, gibier, viandes domestiques, fruits, légumes et conserves. Le roi, jeune et vigoureux, grand chasseur, adonné à tous les exercices violents, avait, en outre, cette chaleur naturelle du sang, commune à tous les Bourbons, qui cuit rapidement les digestions et renouvelle les appétits. Louis XIV était un redoutable convive. Il aimait à critiquer ses cuisiniers, mais lorsqu'il leur faisait honneur, cet honneur était gigantesque. Le roi commençait par manger plusieurs potages, soit ensemble, dans une espèce de macédoine, soit séparément. Il entremêlait, ou plutôt il séparait chacun de ces potages d'un verre de vin vieux. Il mangeait vite et assez avidement. Porthos, qui dès l'abord avait par respect attendu un coup de coude de d'Artagnan, voyant le roi s'escrimer de la sorte, se retourna vers le mousquetaire et dit à demi-voix : « Il me semble qu'on peut aller, dit-il. Sa Majesté encourage. Voyez donc. » « Le roi mange, dit d'Artagnan, mais il cause en même temps. Arrangez-vous de façon que si, par hasard, il vous adressait la parole, il ne vous prenne pas la bouche pleine, ce qui serait disgracieux. »« Le bon moyen, alors, dit Porthos, c'est de ne point souper. Cependant, j'ai faim, je l'avoue, et tout cela sent des odeurs appétissantes, et qui sollicitent à la fois mon odorat et mon appétit. »« N'allez pas vous aviser de ne point manger, dit d'Artagnan, vous fâcheriez sa Majesté. Le roi a pour habitude de dire que celui-là travaille bien qui mange bien, et il n'aime pas qu'on fasse petite bouche à sa table. »« Alors, comment éviter d'avoir la bouche pleine si on mange ?» dit Porthos. « Il s'agit simplement, répondit le capitaine des mousquetaires, d'avaler lorsque le roi vous fera l'honneur de vous adresser la parole. »« Très bien. » Et, à partir de ce moment, Porthos se mit à manger avec un enthousiasme poli. Le roi, de temps en temps, levait les yeux sur le groupe et, en connaisseur, appréciait les dispositions de son convive. « Monsieur du Vallon, dit-il. » Porthos en était à un salmi de lièvre et en engloutissait un demi-rable. Son nom, prononcé ainsi, le fit tressaillir, et, d'un vigoureux élan du gosier, il absorba la bouchée entière. « Sire, dit Porthos d'une voix étouffée, mais suffisamment intelligible néanmoins. « Que l'on passe à monsieur du Vallon ses filets d'agneau, dit le roi. « Aimez-vous les viandes jaunes, monsieur du Vallon ?»« Sire, j'aime tout, répliqua Porthos, et d'Artagnan lui souffla. « Tout ce que m'envoie votre majesté. » Porthos répéta. « Tout ce que m'envoie votre majesté. » Le roi fit, avec la tête, un signe de satisfaction. « On mange bien quand on travaille bien, » repartit le roi, enchanté d'avoir en tête-à-tête un mangeur de la force de Porthos. Porthos reçut le plat d'agneau et en fit glisser une partie sur son assiette. « Eh bien, dit le roi. « Exquis, fit tranquillement Porthos. « A-t-on d'aussi fins moutons dans votre province, monsieur du Vallon ?» continua le roi. « Sire, dit Porthos, je crois qu'en ma province, comme partout, ce qu'il y a de meilleur est d'abord au roi, mais ensuite, je ne mange pas le mouton de la même façon que le mange votre majesté. »« Ah, et comment le mangez-vous ? » ?»« D'ordinaire, je me fais accommoder un agneau tout entier. »« Tout entier ? » ?»« Oui, sire. »« Et de quelle façon ? » ?»« Voici. Mon cuisinier, le drôle est allemand, sire, mon cuisinier bourre l'agneau en question de petites saucisses qu'il fait venir de Strasbourg, d'andouillettes qu'il fait venir de Troyes, de mauviettes qu'il fait venir de Pithiviers.
par je ne sais quel moyen, il désosse le mouton, comme il ferait d'une volaille, tout en lui laissant la peau, qui fait autour de l'animal une croûte rissolée. Lorsqu'on le coupe par belles tranches, comme on ferait d'un énorme saucisson, il en sort un jus tout rosé qui est à la fois agréable à l'œil et exquis au palais. » Et Porthos fit clapper sa langue. Le roi ouvrit de grands yeux charmés et, tout en attaquant du faisan en daube qu'on lui présentait, « Voilà, monsieur du Vallon, un manger que je convoiterais, dit-il. »« Quoi, le mouton entier ?»« Entier, oui, sire. »« Passez donc ces faisans à monsieur du Vallon, je vois que c'est un amateur. » L'ordre fut exécuté. Puis, revenant au mouton, « Et cela n'est pas trop gras ?»« Non, sire, les graisses tombent en même temps que le jus et surnagent. Alors mon écuyer tranchant les enlève avec une cuillère d'argent que j'ai fait faire exprès. »« Et vous demeurez, demanda le roi. »« À Pierrefonds, sire. »« À Pierrefonds. Où est cela, monsieur du Vallon ? Du côté de Belle-Île ? » ?»« Oh, non pas, sire. Pierrefonds est dans le Soissonnais. »« Je croyais que vous me parliez de ces moutons à cause des prés salés. »« Non, sire, j'ai des prés qui ne sont pas salés, c'est vrai, mais qui n'en valent pas moins. » Le roi passa aux entremets, mais sans perdre de vue Porthos, qui continuait d'officier de son mieux. « Vous avez un bel appétit, monsieur du Vallon, dit-il, et vous faites un bon convive. Ah, ma foi, sire, si votre majesté venait jamais à Pierrefonds, nous mangerions bien notre mouton à nous deux, car vous ne manquez pas d'appétit non plus, vous. » D'Artagnan poussa un bon coup de pied à Porthos sous la table. Porthos rougit. « À l'âge heureux de votre majesté, dit Porthos pour se rattraper, j'étais aux mousquetaires et nul ne pouvait me rassasier. Votre majesté a bel appétit, comme j'avais l'honneur de le lui dire, mais elle choisit avec trop de délicatesse pour être appelé un grand mangeur. » Le roi parut charmé de la politesse de son antagoniste. « Tâterez-vous de ces crèmes ? dit-il à Porthos. « Sire, votre majesté me traite trop bien pour que je ne lui dise pas la vérité tout entière. »« Dites, monsieur du Vallon, dites. »« Eh bien, sire, en fait de sucrerie, je ne connais que les pâtes. Et encore, il faut qu'elles soient bien compactes. Toutes ces mousses m'enflent l'estomac et tiennent une place qui me paraît trop précieuse pour la si mal occuper. »« Ah, messieurs, dit le roi en montrant Porthos, voilà un véritable modèle de gastronomie. Ainsi mangeaient nos pères, qui savaient si bien manger, ajouta sa majesté. Tandis que nous picorons. Et, en disant ces mots, il prit une assiette de blanc de volaille mêlée de jambon. Porthos, de son côté, entama une terrine de perdreau et de râle. L'échanson remplit joyeusement le verre de sa majesté. « Donnez de mon vin à monsieur du Vallon, dit le roi. C'était un des grands honneurs de la table royale. D'Artagnan pressa le genou de son ami. « Si vous pouvez avaler seulement la moitié de cette hure de sanglier que je vois là, dit-il à Porthos, je vous juge duc et pair dans un an. »« Tout à l'heure, dit flegmatiquement Porthos, je m'y mettrai. » Le tour de la hure ne tarda pas à venir en effet, car le roi prenait plaisir à pousser ce beau convive. Il ne fit point passer de mets à Porthos, qui ne les eût dégustés lui-même. Il goûta donc la hure. Porthos se montra beau joueur. Au lieu d'en manger la moitié, comme avait dit d'Artagnan, il en mangea les 3/4. « Il est impossible, dit le roi à demi-voix, qu'un gentilhomme qui soupe si bien tous les jours et avec de si belles dents ne soit pas le plus honnête homme de mon royaume. »« Entendez-vous » dit d'Artagnan à l'oreille de son ami. « Oui, je crois que j'ai un peu de faveur, » dit Porthos en se balançant sur sa chaise. « Oh, vous avez le vent en poupe. Oui, oui, oui. » Le roi et Porthos continuèrent de manger ainsi à la grande satisfaction des conviés, dont quelques-uns, par émulation, avaient essayé de les suivre, mais avaient dû renoncer en chemin. Le roi rougissait, et la réaction du sang à son visage annonçait le commencement de la plénitude. C'est alors que Louis XIV, au lieu de prendre de la gaieté, comme tous les buveurs, s'assombrissait et devenait taciturne. Porthos, au contraire, devenait guilleret et expansif.
Le pied de d'Artagnan dut lui rappeler plus d'une fois cette particularité. Le dessert parut. Le roi ne songeait plus à Porthos. Il tournait ses yeux vers la porte d'entrée, et on l'entendit demander parfois pourquoi M. de Saint-Aignan tardait tant à venir. Enfin, au moment où Sa Majesté terminait un pot de confiture de prunes avec un grand soupir, M. de Saint-Aignan parut. Les yeux du roi, qui s'étaient éteints peu à peu, brillèrent aussitôt. Le comte se dirigea vers la table du roi et, à son approche, Louis XIV se leva. Tout le monde se leva, Porthos même, qui achevait un nougat capable de coller l'un à l'autre les deux mâchoires d'un crocodile. Le souper était fini. Chapitre 154. Après souper. Le roi prit le bras de Saint-Aignan et passa dans la chambre voisine. « Que vous avez tardé, comte ?» dit le roi. « J'apportais la réponse, sire, » répondit le comte. « C'est donc bien long pour elle de répondre à ce que je lui écrivais ? Sire, votre majesté avait daigné faire des vers. Mademoiselle de la Vallière a voulu payer le roi de la même monnaie, c'est-à-dire en or. »« Des vers ? De Saint-Aignan ?» s'écria le roi ravi. « Donne, donne !» Et Louis rompit le cachet d'une petite lettre qui renfermait effectivement des vers que l'histoire nous a conservés et qui sont meilleurs d'intention que de facture. Tels qu'ils étaient, cependant, ils enchantèrent le roi, qui témoigna sa joie par des transports non équivoques. Mais le silence général avertit Louis, si chatouilleux sur les bienséances, que sa joie pouvait donner matière à des interprétations. Il se retourna et mit le billet dans sa poche. Puis, faisant un pas qui le ramena sur le seuil de la porte auprès de ses hôtes, « Monsieur du Vallon, dit-il, je vous ai vu avec le plus vif plaisir, et je vous reverrai avec un plaisir nouveau. » Porthos s'inclina, comme eût fait le colosse de Rhodes, et sortit à reculons. « Monsieur d'Artagnan, continua le roi, vous attendrez mes ordres dans la galerie. Je vous suis obligé de m'avoir fait connaître, monsieur du Vallon. Messieurs, je retourne demain à Paris, pour le départ des ambassadeurs d'Espagne et de Hollande. À demain, donc. » La salle se vida aussitôt. Le roi prit le bras de Saint-Aignan et lui fit relire encore les vers de la Vallière. « Comment les trouves-tu » dit-il. « Sire, charmants. »« Ils me charment, en effet, et s'ils étaient connus, oh, les poètes en seraient jaloux, mais ils ne les connaîtront pas. Lui avez-vous donné les miens ? Oh, sire, elle les a dévorés. Ils étaient faibles, j'en ai peur. Ce n'est pas ce que mademoiselle de la Vallière en a dit. Vous croyez qu'elle les a trouvés de son goût ? J'en suis sûr, sire. Il me faudrait répondre, alors. Oh, sire, tout de suite, après souper, votre majesté se fatiguera. Je crois que vous avez raison. L'étude après le repas est nuisible. Le travail du poète, surtout. Et puis, en ce moment, il y aurait préoccupation chez mademoiselle de la Vallière. Quelle préoccupation ? Ah, sire, comme chez toutes ces dames. Pourquoi ? À cause de l'accident de ce pauvre De Guiche. Ah, mon Dieu, est-il arrivé un malheur à De Guiche ? Oui, sire, il a toute une main emportée, il a un trou à la poitrine, il se meurt. Bon Dieu, et qui vous a dit cela ? Manican l'a rapporté tout à l'heure chez un médecin de Fontainebleau, et le bruit s'en est répandu ici. Rapporté ? Pauvre De Guiche, et comment cela lui est-il arrivé ? Ah, voilà, sire. Comment cela lui est-il arrivé ? Vous me dites cela d'un air tout à fait singulier. De Saint-Aignan, donnez-moi des détails. Que dit-il ? Lui ne dit rien, sire. Mais les autres. Quels autres ? Ceux qui l'ont rapporté, sire. Qui sont-ils, ceux-là ? Je ne sais, sire. Mais monsieur de Manican le sait. Monsieur de Manican est de ses amis. Comme tout le monde, dit le roi. Oh non, reprit de Saint-Aignan, vous vous trompez, sire. Tout le monde n'est pas précisément des amis de monsieur de Guiche. Comment le savez-vous ? Est-ce que le roi veut que je m'explique ? Sans doute, je le veux. Eh bien, sire, je crois avoir ouï parler d'une querelle entre deux gentilshommes. Quand ? Ce soir même, avant le souper de votre majesté. Cela ne prouve guère. J'ai fait des ordonnances si sévères à l'égard des duels que nul, je suppose, n'osera y contrevenir. Aussi Dieu me préserve d'accuser personne, s'écria de Saint-Aignan.
Votre Majesté m'a ordonné de parler, je parle. Dites donc alors comment le comte de Guiche a été blessé. Sire, on dit à l'affût. Ce soir ? Ce soir. Une main emportée, un trou à la poitrine. Qui était à l'affût avec monsieur de Guiche ? Je ne sais, sire, mais monsieur de Manicamp sait ou doit savoir. Vous me cachez quelque chose de Saint-Aignan. Rien, sire, rien. Alors, expliquez-moi l'accident. Est-ce un mousquet qui a crevé ? Peut-être bien, mais en y réfléchissant, non, sire, car on a trouvé près de Guiche son pistolet encore chargé. Son pistolet ? Mais on ne va pas à l'affût avec un pistolet, ce me semble. Sire, on ajoute que le cheval de Guiche a été tué et que le cadavre du cheval est encore dans la clairière. Son cheval ? De Guiche va à l'affût à cheval ? De Saint-Aignan, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Où la chose s'est-elle passée ? Sire, au bois Rochin, dans le rond-point. Bien, appelez monsieur d'Artagnan. De Saint-Aignan obéit. Le mousquetaire entra. « Monsieur d'Artagnan, dit le roi, vous allez sortir par la petite porte du degré particulier. »« Oui, sire. »« Vous monterez à cheval. »« Oui, sire. »« Et vous irez au rond-point du bois Rochin. Connaissez-vous l'endroit ? »« Sire, je m'y suis battu 2 fois. »« Comment ? » s'écria le roi, étourdi de la réponse. « Sire, sous les édits de monsieur le cardinal de Richelieu, » repartit d'Artagnan avec son flegme ordinaire. C'est différent, monsieur. Vous irez donc là et vous examinerez soigneusement les localités. Un homme y a été blessé et vous y trouverez un cheval mort. Vous me direz ce que vous pensez sur cet événement. Bien, sire. Il va sans dire que c'est votre opinion à vous et non celle d'un autre que je veux avoir. Vous l'aurez dans 1 heure, sire. Je vous défends de communiquer avec qui que ce soit. Excepté avec celui qui me donnera une lanterne, dit d'Artagnan. Oui, bien entendu, dit le roi en riant de cette liberté, qu'il ne tolérait que chez son capitaine des mousquetaires. D'Artagnan sortit par le petit degré. « Maintenant qu'on appelle mon médecin, » ajouta Louis. 10 minutes après, le médecin du roi arrivait essoufflé. « Monsieur, vous allez, lui dit le roi, vous transporter avec monsieur de Saint-Aignan où il vous conduira, et me rendrez compte de l'état du malade que vous verrez dans la maison où je vous prie d'aller. » Le médecin obéit sans observation, comme on commençait dès cette époque à obéir à Louis XIV, et sortit précédant de Saint-Aignan. « Vous, de Saint-Aignan, envoyez-moi Manicamp, avant que le médecin ait pu lui parler. » De Saint-Aignan sortit à son tour. Chapitre 155. Comment d'Artagnan accomplit la mission dont le roi l'avait chargé. Pendant que le roi prenait ses dernières dispositions pour arriver à la vérité, d'Artagnan, sans perdre une seconde, courait à l'écurie, décrochait la lanterne, sellait son cheval lui-même et se dirigeait vers l'endroit désigné par sa majesté. Il n'avait, suivant sa promesse, vu ni rencontré personne, et, comme nous l'avons dit, il avait poussé le scrupule jusqu'à faire, sans l'intervention des valets d'écurie et des palefreniers, ce qu'il avait à faire. D'Artagnan était de ceux qui se piquent, dans les moments difficiles, de doubler leur propre valeur. En 5 minutes de galop, il fut au bois, attacha son cheval au premier arbre qu'il rencontra et pénétra à pied jusqu'à la clairière. Alors il commença de parcourir à pied, et sa lanterne à la main, toute la surface du rond-point, vint, revint, mesura, examina, et après une demi-heure d'exploration, il reprit silencieusement son cheval, et s'en revint réfléchissant et au pas à Fontainebleau. Louis attendait dans son cabinet. Il était seul et crayonnait sur un papier des lignes qu'au premier coup d'œil, d'Artagnan reconnut inégales et fort raturées. Il en conclut que ce devaient être des vers. Il leva la tête et aperçut d'Artagnan. « Eh bien, monsieur, dit-il, m'apportez-vous des nouvelles ?»« Oui, sire. »« Qu'avez-vous vu ?»« Voici la probabilité, sire, » dit d'Artagnan. « C'était une certitude que je vous avais demandée. Je m'en rapprocherai autant que je pourrai. Le temps était commode pour les investigations dans le genre de celles que je viens de faire.
Il a plu ce soir, et les chemins étaient détrempés. » « Au fait, monsieur d'Artagnan, sire, votre majesté m'avait dit qu'il y avait un cheval mort au carrefour du bois Rochin. J'ai donc commencé par étudier les chemins. » Je dis les chemins, attendu qu'on arrive au centre du carrefour par 4 chemins. Celui que j'avais suivi moi-même présentait seul des traces fraîches. 2 chevaux l'avaient suivi côte à côte. Leurs 8 pieds étaient marqués bien distinctement dans la glaise. L'un des cavaliers était plus pressé que l'autre. Les pas de l'un sont toujours en avant de l'autre d'une demi-longueur de cheval. « Alors vous êtes sûr qu'ils sont venus à 2 ?» dit le roi. « Oui, sire. Les chevaux sont 2 grandes bêtes d'un pas égal, des chevaux habitués à la manœuvre, car ils ont tourné en parfaite oblique la barrière du rond-point. Après, monsieur, là, les cavaliers sont restés un instant à régler sans doute les conditions du combat. Les chevaux s'impatientaient. L'un des cavaliers parlait, l'autre écoutait et se contentait de répondre. Son cheval grattait la terre du pied, ce qui prouve que, dans sa préoccupation à écouter, il lui lâchait la bride. Alors, il y a eu combat ? Sans conteste. Continuez, vous êtes un habile observateur. L'un des 2 cavaliers est resté en place, celui qui écoutait. L'autre a traversé la clairière et a d'abord été se mettre en face de son adversaire. Alors, celui qui était resté en place a franchi le rond-point au galop jusqu'à 2/3 de sa longueur, croyant marcher sur son ennemi. Mais celui-ci avait suivi la circonférence du bois. Vous ignorez les noms, n'est-ce pas ? Tout à fait, sire. Seulement, celui-ci qui avait suivi la circonférence du bois montait un cheval noir. Comment savez-vous cela ? Quelques crins de sa queue sont restés aux ronces qui garnissent le bord du fossé. Continuez. Quant à l'autre cheval, je n'ai pas eu de peine à en faire le signalement, puisqu'il est resté mort sur le champ de bataille. Et de quoi ce cheval est-il mort ? D'une balle qui lui a troué la tempe. Cette balle était celle d'un pistolet ou d'un fusil ? D'un pistolet, sire. Au reste, la blessure du cheval m'a indiqué la tactique de celui qui l'avait tué. Il avait suivi la circonférence du bois pour avoir son adversaire en flanc. J'ai d'ailleurs suivi ses pas sur l'herbe. Le pas du cheval noir ? Oui, sire. Allez, monsieur d'Artagnan. Maintenant que votre majesté voit la position des 2 adversaires, il faut que je quitte le cavalier stationnaire pour le cavalier qui passe au galop. Faites. Le cheval du cavalier qui chargeait fut tué sur le coup. Comment savez-vous cela ? Le cavalier n'a pas eu le temps de mettre pied à terre et est tombé avec lui. J'ai vu la trace de sa jambe, qu'il avait tirée avec effort de dessous le cheval. L'éperon, pressé par le poids de l'animal, avait labouré la terre. Bien, et qu'a-t-il dit en se relevant ? Il a marché droit sur son adversaire. Toujours placé sur la lisière du bois ? Oui, sire. Puis, arrivé à une belle portée, il s'est arrêté solidement. Ses 2 talons sont marqués l'un près de l'autre. Il a tiré et a manqué son adversaire. Comment savez-vous, cela, qu'il l'a manqué ? J'ai trouvé le chapeau troué d'une balle. Ah, une preuve ! S'écria le roi. Insuffisante, sire, répondit froidement d'Artagnan. C'est un chapeau sans lettres, sans armes, une plume rouge comme à tous les chapeaux. Le galon même n'a rien de particulier. Et l'homme au chapeau troué a-t-il tiré son second coup ? Oh, sire, ces 2 coups étaient déjà tirés. Comment avez-vous su cela ? J'ai retrouvé les bourres du pistolet. Et la balle qui n'a pas tué le cheval, qu'est-elle devenue ? Elle a coupé la plume du chapeau de celui sur qui elle était dirigée, et a été brisée un petit bouleau de l'autre côté de la clairière. Alors, l'homme au cheval noir était désarmé, tandis que son adversaire avait encore un coup à tirer. Sire, pendant que le cavalier démonté se relevait, l'autre rechargeait son arme. Seulement, il était fort troublé en la rechargeant, la main lui tremblait. Comment savez-vous cela ? La moitié de la charge est tombée à terre, et il a jeté la baguette, ne prenant pas le temps de la remettre au pistolet. Monsieur d'Artagnan, ce que vous dites là est merveilleux. Ce n'est que de l'observation, sire, et le moindre batteur d'estrade en ferait autant. On voit la scène rien qu'à vous entendre. Je l'ai, en effet, reconstruite dans mon esprit, à peu de changements près. Maintenant, revenons au cavalier démonté. Vous disiez qu'il avait marché sur son adversaire tandis que celui-ci rechargeait son pistolet ? Oui, mais au moment où il visait lui-même, l'autre tira.
Oh, fit le roi, et le coup? Le coup fut terrible, sire. Le cavalier démonté tomba sur la face après avoir fait 3 pas mal assurés. Où avait-il été frappé? À 2 endroits, à la main droite d'abord, puis, du même coup, à la poitrine. Mais comment pouvez-vous deviner cela? Demanda le roi, plein d'admiration. Oh, c'est bien simple. La crosse du pistolet était toute ensanglantée, et l'on y voyait la trace de la balle, avec les fragments d'une bague brisée. Le blessé a donc eu, selon toute probabilité, l'annulaire et le petit doigt emportés. Voilà pour la main, j'en conviens, mais la poitrine? Sire, il y avait 2 flaques de sang à la distance de 2 pieds et demi l'une de l'autre. À l'une de ces flaques, l'herbe était arrachée par la main crispée. À l'autre, l'herbe était affaissée seulement par le poids du corps. « Pauvre De Guiche !» s'écria le roi. « Ah, c'était monsieur De Guiche ?» dit tranquillement le mousquetaire. « Je m'en étais douté, mais je n'osais en parler à votre majesté. »« Et comment vous en doutiez-vous » ? « J'avais reconnu les armes des Gramont sur les fontes du cheval mort. »« Et vous le croyez blessé grièvement ?» ?»« Très grièvement, puisqu'il est tombé sur le cou et qu'il est resté longtemps à la même place. Cependant, il a pu marcher, en s'en allant, soutenu par 2 amis. »« Vous l'avez donc rencontré, revenant ?» ?»« Non, mais j'ai relevé les pas des 3 hommes. L'homme de droite et l'homme de gauche marchaient librement, facilement, mais celui du milieu avait le pas lourd. D'ailleurs, des traces de sang accompagnaient ce pas. Maintenant, monsieur, que vous avez si bien vu le combat, qu'aucun détail ne vous en a échappé, dites-moi 2 mots de l'adversaire de De Guiche. »« Oh, sire, je ne le connais pas. »« Vous qui voyez tout si bien, cependant. »« Oui, sire, dit d'Artagnan, je vois tout. Mais je ne dis pas tout ce que je vois, et puisque le pauvre diable a échappé, que votre majesté me permette de lui dire que ce n'est pas moi qui le dénoncerai. C'est cependant un coupable, monsieur, que celui qui se bat en duel. »« Pas pour moi, sire, dit froidement d'Artagnan. »« Monsieur, s'écria le roi, savez-vous bien ce que vous dites ? » ?»« Parfaitement, sire. Mais à mes yeux, voyez-vous, un homme qui se bat bien est un brave homme. Voilà mon opinion. Vous pouvez en avoir une autre. C'est naturel, vous êtes le maître. Monsieur d'Artagnan, j'ai ordonné cependant. » D'Artagnan interrompit le roi avec un geste respectueux. « Vous m'avez ordonné d'aller chercher des renseignements sur un combat, sire. Vous les avez. M'ordonnez-vous d'arrêter l'adversaire de monsieur de Guiche, j'obéirai. Mais ne m'ordonnez point de vous le dénoncer, car, cette fois, je n'obéirai pas. »« Eh bien, arrêtez-le. »« Nommez-le-moi, sire. » Louis frappa du pied. Puis, après un instant de réflexion, « Vous avez 10 fois, 20 fois, 100 fois raison, dit-il. C'est mon avis, sire. Je suis heureux que ce soit en même temps celui de votre majesté. Encore un mot. Qui a porté secours à De Guiche ? Je l'ignore. Mais vous parlez de 2 hommes. Il y avait donc un témoin ? Il n'y avait pas de témoin. Il y a plus. Monsieur de Guiche, une fois tombé, son adversaire s'est enfui sans même lui porter secours. Le misérable ! Dame, sire, c'est l'effet de vos ordonnances. On s'est bien battu, on a échappé à une première mort, on veut échapper à une seconde. On se souvient de monsieur de Bouteville, peste. Et alors, on devient lâche ? Non, l'on devient prudent. Donc, il s'est enfui. Oui, et aussi vite que son cheval a pu l'emporter, même. Et dans quelle direction ? Dans celle du château. Après, j'ai eu l'honneur de le dire à votre majesté, 2 hommes à pied sont venus qui ont emmené monsieur de Guiche. Quelle preuve avez-vous que ces hommes soient venus après le combat ? Ah, une preuve manifeste. Au moment du combat, la pluie venait de cesser. Le terrain n'avait pas eu le temps de l'absorber et était devenu humide. Les pas enfoncent. Mais après le combat, pendant le temps que monsieur de Guiche est resté évanoui, la terre s'est consolidée et les pas s'imprégnaient moins profondément. « Monsieur d'Artagnan, dit-il, vous êtes en vérité le plus habile homme de mon royaume. » C'est ce que pensait monsieur de Richelieu, c'est ce que disait monsieur de Mazarin, sire. Maintenant, il nous reste à voir si votre sagacité est en défaut. Oh, sire, l'homme se trompe. Errare humanum est, dit philosophiquement le mousquetaire.
Alors, vous n'appartenez pas à l'humanité, monsieur d'Artagnan, car je crois que vous ne vous trompez jamais. Votre Majesté disait que nous allions voir. Oui. Comment cela, s'il lui plaît? J'ai envoyé chercher monsieur de Manicamp, et monsieur de Manicamp va venir. Et monsieur de Manicamp sait le secret? De Guiche n'a pas de secret pour monsieur de Manicamp. Nul n'assistait au combat, je le répète, et, à moins que monsieur de Manicamp ne soit un de ces deux hommes qui l'ont ramené... Chut, dit le roi, voici qu'il vient. Demeurez là et prêtez l'oreille. Très bien, sire, dit le mousquetaire. À la même minute, Manicamp et de Saint-Aignan paraissaient au seuil de la porte.